J'ai vu ça un peu comme un signe, tu vois. C'était l'endroit, je me suis dit, c'est l'endroit où je dois être, en fait. Et puis, c'est vrai que j'ai fait, comme tu dis, beaucoup de choses qui ont encore lieu aujourd'hui, sont en rapport avec la Chine, quoi. Je suis très heureux de t'accueillir. Comment ça va? Salut Sébastien, ça va très bien. Merci à Alors, tu es toi. où? Comment? Tu es où? Je suis à Istanbul en ce moment, en Turquie. Ah, ok. Et t'es installé? Tu fais quoi là-bas? Alors, je suis pas installé, je suis de passage. Ça va faire à la fin dans une semaine, ça fera 2 mois que je suis sur Istanbul. Petite mission de sourcing avec des usines de meubles, de textiles. Voilà un peu ce qui m'a amené ici. Ah, ok. Bon, on va parler un petit peu de ton parcours avant de parler de voyage, d'expatriation. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire ce qui t'a amené à voyager avant tu vois, peut-être je dirais, l'origine presque du truc. Moi, tu vois, le voyage, j'ai toujours vu ça comme l'idée que c'était l'aboutissement ou la matérialisation, du moins, de la liberté. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, en fait, quand tu peux voyager, de dire, OK, je pars 2 jours, un mois, 3 mois, c'est que tu es libre, quoi, finalement. C'était pour moi le moyen d'éprouver, en fait, la liberté. C'est quoi, toi, que tu recherches dans le voyage et qui t'a poussé à voyager? Alors, ce qui m'a poussé à voyager, c'est avec l'arrivée d'Internet. J'ai mis une connexion sur Internet. J'ai commencé par hasard, tu vois, à taper un peu les différents pays et ça m'a vraiment attiré de voir différences de culture, paysages, tu vois, avec les images, les vidéos qu'il y avait. Et puis après, mon premier business physique que j'ai fait m'a amené à beaucoup voyager en Asie, mais j'ai toujours eu cette attirance pour les destinations assez lointaines, différentes, où il y a le coût de la vie, où on vit différemment, quoi. J'ai toujours aimé les différentes cultures. Ouais, comme tu le disais, ton parcours, il est basé sur l'import, sur l'export, sur le sourcing en Chine. Enfin, c'est pour ça que tu connais bien l'Asie pour avoir fait beaucoup de déplacements. Comment t'es tombé dedans, du coup, dans cette un peu mécanique chinoise? Tu veux dire comment je suis tombé dans mon premier voyage, c'est ça? Non, même d'une manière générale, sur le boulot, comment est-ce qu'on devient finalement ce que tu es devenu au travers du business? Alors moi, je le sais et je le connais puisqu'on se connaît bien, donc c'est plus pour refaire peut-être une présentation pour les gens qui ne te connaissent D'accord. pas. C'est quoi le parcours qui t'a amené finalement à devenir importateur et à pouvoir finalement aller te promener en Chine pour sourcer des produits et aujourd'hui finalement qui t'amène à être en Turquie à faire pas la même chose, mais disons c'est dans la continuité. Exact. Ouais, toujours dans le même, on va dire dans le même domaine. En fait, c'est l'arrivée d'un produit que j'ai décidé d'importer qui a été, c'est un petit produit en fait, les mini-motos, comme tu sais, Hmm. qui, qui a lancé l'aventure. Ça a été une sorte de vague que j'ai su prendre. Un produit que j'ai décidé d'aller sourcer directement en Chine. Et puis après, voilà, ça s'est développé. Et j'ai bougé en Chine 2 ans après avoir monté mon premier business pour aller justement à la foire de Canton, à la rencontre de mes fabricants. Donc, tout allait dans. C'est une sorte de continuité. Et il y a un truc qui est amusant, Seb, c'est que quand j'étais gamin, je disais toujours, ça nous arrivait de sécher les cours avec mon demi-frère, et je disais toujours, il me demandait où est-ce qu'on va. Et dans ma tête, et je disais toujours, on va en Chine parce que pour moi, ça représentait un voyage à l'autre bout du monde, si tu veux. Et ça semblait vraiment très très loin, quoi. Et la première fois que j'ai mis les pieds en Chine, j'avais oublié ce petit truc qu'on avait avec mon demi-frère. Et la première fois que j'ai mis les pieds en Chine, c'est cette image-là, tu vois, qui m'est revenue. Je dis merde, tu vois, le petit truc que je nourrissais dans mon imagination, dans ma tête, ça vient d'arriver, quoi. C'était une sorte de. J'ai vu ça un peu comme un signe, tu vois. C'était l'endroit, je me suis dit, c'est l'endroit où je dois être, en fait. Et puis, c'est vrai que j'ai fait, comme tu dis, beaucoup de choses qui ont encore lieu aujourd'hui sont en rapport avec la Chine, quoi. C'est quand la première fois que tu es allé en Chine? C'était en 2007. Ouais, ça a beaucoup changé depuis. On a du Ouais, mal à envisager à quel point en fait le pays s'est transformé sur une période aussi courte. Enfin, à notre échelle d'occidentaux, effectivement, c'est toujours un peu figé dans l'immobilisme, mais à l'échelle de la Chine,
d'autres pays en Asie, c'est vrai que c'est une éternité, quoi. Alors, c'est marrant parce que, genre, je sais ce que je dis souvent entre les premières fois où je suis allé en Chine et là récemment, tu vois, je ne reconnais pas. Il y a des choses que je ne reconnais même pas. Et déjà à l'époque, quand j'y allais, des amis qui étaient déjà en affaires avec la Chine me disaient, nous, on y va depuis les années 90. Hmm. On arrive, tu vois, ils me disaient, c'est le jour et la nuit. Et là, ouais, c'est une croissance. Je pense que le pays, il se transforme à une vitesse. C'est beaucoup le cas en Asie, mais je pense que la Chine, c'est vraiment l'exemple même de la chose, quoi. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as trouvé en Chine que tu n'as pas trouvé en France? Enfin, tu vois, sur des trucs, qu'est-ce que tu as finalement trouvé d'exotique ou peut-être des choses que tu rêvais un petit peu quand tu disais que tu étais môme, que tu voulais partir en Chine? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as retrouvé finalement de cette espèce d'image qu'on se fait quand on n'y est pas Alors, allé? j'étais surpris la première fois. J'étais un jeune gamin, on peut dire, quand j'ai mis les pieds là-bas. Mais c'est marrant, c'est que j'avais une image complètement faussée. À l'époque, les médias donnaient, tu vois, les seules choses que tu voyais à la télévision en rapport avec la Chine dans les années 2000, c'était généralement des histoires de scandale, tu vois, des choses qui se passaient, qui étaient un peu cachées des yeux du public. Et j'avais une image de la Chine euh, pauvre, les images que je voyais dans les médias, en fait, tu vois. Et quand j'ai débarqué à la foire de Canton, euh, j'ai vu la qualité des hôtels, la qualité. J'ai vu la foire de Canton, comment c'était organisé, le pays en lui-même. Franchement, j'ai pris une claque parce que je n'imaginais pas du tout la Chine comme ça. Et ce que j'ai apprécié, et ça, c'est une chose que je retrouve plus quand je vais en Chine, c'est que les premiers voyages, j'avais l'impression, Seb, d'être dans les années que j'ai connues, fin 80, début 90, si tu veux, où j'étais gamin. Les gens avaient le style vestimentaire un peu Dans les provinces où j'allais, je retrouvais ce style vestimentaire qu'on avait dans les années 90, tu vois. Et par contre, à chaque fois que je faisais un voyage, d'année en année, je voyais qu'il rattrapait le style, en fait, qu'on a à l'international, quoi. Des choses que je revois plus, je retrouve plus quand je vais en Chine. Mais j'avais cette sensation-là, tu vois, les années 80-90 où il y avait tout allait bien, on se foutait un peu de tout. Et je retrouvais ça un peu en Chine à l'époque. C'était beaucoup moins Ouais, appliqué que maintenant d'ailleurs, tu vois. ouais, il y a sans doute une légèreté qui est inhérente au développement, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu pareil dans des pays comme le Cambodge. Tout est au départ, tu vois que c'est pas fait pour être sérieux, tu vois que c'est pas le business model, il est pas fini, quoi. En fait, les routes c'est un projet, que machin. Et puis dès lors qu'ils commencent à faire un peu les trucs, ils commencent à mettre des feux rouges et puis donc du coup des règles, des trucs, et puis les gens perdent progressivement le sourire ou le truc ou la légèreté, du moins souvent. Et c'est un truc qu'on voit très vite se passer en Asie. Effectivement, moi j'ai vu le Cambodge en 4 ans, c'est un pays qui a changé du tout au tout. Alors pas totalement de tout au tout, mais de plein de choses que moi je trouvais rigolotes, c'est devenu des choses qui étaient plus du tout rigolotes, voire même passablement pénibles. Et puis des règles, et puis des machins, et des trucs, et pas forcément des gens qui, dans la population, ont trouvé plus de satisfaction, quoi. Enfin, je veux dire, leurs conditions n'ont pas évolué de manière transcendantale non plus. Les élites, en revanche, oui, et d'autres types de business, mais c'est comme ça, quoi. Mais toujours est-il que, ouais, c'est l'Asie est, je crois, un des trucs où en fait, faut l'avoir vu pour le comprendre à quel point tout peut changer très vite. Et encore une fois, ouais, même des quartiers entiers de Bangkok, c'est il y a 10 ans en arrière, ils n'existaient pas. Et Bangkok, c'était déjà vaste. Mais moi, quand je dis ça, ça me fait passer vraiment pour un vieux maintenant. Je dis, ah, j'ai un appart là. Maintenant, ils ont rasé, ils ont construit 2 condos à la place. Et et t'es plus du tout dans le même truc, quoi. Enfin, c'est Cette assez faculté d'adaptation qui est surprenante, je trouve, Seb, de la part de la population. Je vois ouais. en Chine des différences de comportement. Tu vois, avant, tu prenais un TGV en Chine en début des années 2000, c'était la catastrophe, quoi. Quand tu étais européen, c'était la catastrophe. Ça mangeait, ça parlait fort, ça puait la bouffe. C'était un enfer quand tu prenais de toute façon ce type de transport. Aujourd'hui, tu vas dans le métro, tu vas dans les TGV, il y a toute une politique où on a expliqué comment se comporter. C'est bien organisé, c'est bien fluide. J'étais surpris, quoi. Un peu comme le paiement.
Je vais faire le petit rapprochement avec le paiement. Moi, j'allais en Chine, tout était en liquide. Tout le monde avait des liasses de billets. Jamais j'aurais parié sur un. C'est impossible, j'aurais dit c'est impossible de parier sur l'application WeChat pour payer avec un QR code. Hmm. Et en l'espace de peut-être 2 ans, il y a eu une disparition du cash. C'est incroyable dans un 1,6 milliard de personnes que tu arrives à adapter comme ça. C'est plus facile, disons, quand tu leur as expliqué qu'ils n'avaient pas le choix. Disons que dans les mentalités occidentales, on les a habitués finalement à laisser l'idée qu'ils pouvaient être ne pas d'accord, quoi, en fait. C'est un peu ça. Salut, c'est Seb. J'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, c'est mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai proposé, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leur témoignage. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.